Bonsoir. Oui. Bonsoir à tous. Merci de votre présence nombreuse. Je suis Olivier Doupe, je suis journaliste à l'hebdomadaire Politis. Et donc je vais tenter d'animer cette séance avec les trois auteurs donc, du livre Le Grand Repli. Je vais vous les présenter immédiatement. Juste peut-être pour commencer, vous avez peut-être vu qu'il y a 1h30 ou 2 heures, le tribunal administratif de Calais a confirmé l'ordre d'expulsion de la jungle. Rassurez-vous, Bernard Cazeneuve a déclaré que ça ne se ferait pas à coup de bulldozer, donc nous sommes tous rassurés. J'ajouterai même une petite déclaration de François Hollande qui était citée dans l'éditorial de Libération ce matin, qui disait « Au-delà de la jungle, le choix est entre la civilisation et la sauvagerie ». Nous sommes donc en plein dans le grand repli. Et juste pour terminer, François Hollande a aussi qualifié l'accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, signé donc vendredi soir à Bruxelles, d'accord équilibré. Un accord équilibré qui prévoit, pour permettre que la Grande-Bretagne daigne rester dans l'Union européenne, plusieurs petites choses, notamment une clause dite de sauvegarde, entre guillemets, de 7 ans, suspendant les aides sociales pour les travailleurs ressortissants d'un État membre installé au Royaume-Uni, et puis, encore mieux, l'indexation des allocations sur le niveau de vie du pays d'origine, dès maintenant pour les nouveaux arrivants, et à partir de 2020 pour tous les immigrés en Grande-Bretagne, ce qui signifie, pour utiliser des guillemets, que en gros un ressortissant croate ou un ressortissant polonais aura droit en Grande-Bretagne à des allocations croates ou polonaises. Voilà, c'était en guise de petite introduction, disons, qui va peut-être nous permettre de rentrer dans le vif du sujet, donc de ce grand repli. Donc le grand repli, c'est un ouvrage qui est paru à l'automne dernier, dont les trois auteurs sont parmi nous, à côté de moi. Nicolas Bancel, qui est historien, qui est chercheur au CNRS et qui n'est pas chercheur au CNRS, pardon. Nicolas Bancel, je m'excuse, qui est professeur à l'Université de Lausanne, qui travaille sur l'histoire coloniale et postcoloniale et l'histoire du sport et des mouvements de jeunesse. Pascal Blanchard, je fais par ordre alphabétique, qui est historien, qui est chercheur au CNRS, lui, au laboratoire communication et politique, et qui est spécialiste du fait colonial. Tous deux ont écrit chacun ou en commun de nombreux ouvrages, dont certains avec Ahmed Boubaker, qui est sociologue, qui est à l'extrême gauche pour parler spatialement, et qui est professeur à l'université de Saint-Étienne et qui est directeur adjoint du centre Max Weber. Lui aussi, ses travaux portent sur l'immigration postcoloniale et les générations d'héritiers dans les banlieues. On peut citer notamment un de ses livres que j'avais beaucoup apprécié, qui était Histoire politique des immigrations postcoloniales, qui est paru chez Amsterdam en 2008. Vous retrouverez évidemment sur Google et sans doute sur le site de l'IMA, etc., tous leurs nombreux et non moins excellents ouvrages. Comme je disais, on est dans une sorte de grand repli. Tous trois avaient co-écrit, co-dirigé un livre qui s'appelait Rupture postcoloniale en 2010, qui était un livre qui, il me semble, mais peut-être me démentiront-ils, encore d'un certain espoir sur l'agencement des populations au sein de la population française, ou du moins de l'évolution que ça pouvait prendre, avec un espoir sur des possibles changements en 2012. Aujourd'hui, donc, à l'automne dernier, il publie Le Grand Repli, et je crois que là, le sentiment est nettement moins teinté d'espoir, pour ne pas dire un peu désespéré. Le Grand Repli, moi, évidemment, ça m'a fait penser au Grand Remplacement, cher à l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus. C'est un livre assez désespéré. Voilà. Le Grand Repli, d'abord, ça touche toutes les communautés. Peut-être si on commence avec Ahmed Boubaker, le Grand Repli, ça touche toutes les communautés, mais
ça n'est pas du communautarisme. Ça qualifie, disons, une société française fragmentée. Effectivement. Donc, peut-être, avant de répondre à la question, je vais te revenir sur l'excellent article que vous aviez fait dans Politis sur la France malade de sa mémoire. Je dis ça parce que on n'est jamais sûr de soi quand on défend une thèse. Et la thèse qu'on défend dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, la France, effectivement, est malade de sa mémoire et qu'il y a tout un rapport à une histoire coloniale, un déni de cette histoire qui fait aujourd'hui retour dans l'espace public. Donc on n'est jamais sûr de soi, mais il faut croire que finalement, je sais pas, c'est plus que Martine Aubry, hein, c'est la gauche dans son ensemble veut nous donner raison, et l'histoire, la triste histoire relative à la déchéance de nationalité vient confirmer effectivement cette thèse. Voilà, c'est pas pour nous faire plaisir, mais néanmoins on a l'impression quand même qu'il se passe quand même quelque chose dans ce pays. Alors communautarisme, effectivement le mot communautarisme c'est pas un livre sur le communautarisme, parce que le communautarisme c'est un terme qui est utilisé, qui sert, c'est un nouveau mot d'État pour parler comme Bourdieu, hein, qui permet de désigner certaines personnes qui seraient responsables justement d'une espèce de repli sur soi et de refus de jouer le jeu de la République. Le grand repli, c'est beaucoup plus large. Hein. Effectivement, il y a un petit repli des pauvres, si j'ose dire, mais le grand repli, il concerne aussi finalement une société qui est aujourd'hui complètement segmentée, et en particulier, ce qui est marquant aujourd'hui, c'est la généralisation des inégalités. Et quand on parle de ghetto, hein, je sais pas, je fais référence notamment au bouquin d'Éric Morin, le ghetto français, c'est d'abord le ghetto des riches. C'est pas forcément le ghetto des pauvres. Alors effectivement, hein, les quartiers de la discrimination, de la ségrégation urbaine, et forcément, hein, il y a des bricolages identitaires qui s'effectuent dans ces quartiers, mais ils ne sont pas responsables en fait justement de cette grande dérive, hein, qui vient d'ailleurs. Hein. Le problème de l'inégalité est premier, il me semble, relativement à la question des inégalités. Il ne faut pas séparer à ce niveau-là le côté social du côté ethnique, sinon on commet une erreur d'analyse. Peut-être pas. Nicolas Vas-y. Nicolas. Sur la question du communautarisme, je pense que Ahmed a dit l'essentiel, c'est-à-dire que le cœur de notre propos, c'est de montrer effectivement cette fragmentation de la société française, mais qui s'impulse à partir de plusieurs processus. Il y a effectivement celui du creusement des inégalités qui se matérialisent de manière dramatique aujourd'hui par des fractures géographiques, sociales, ethniques, pour reprendre les mots du Premier ministre. Mais c'est une réalité malheureusement tout à fait pertinente. Mais c'est aussi un processus qui se manifeste par une forme de polarisation de la société. S'il n'y avait un creusement des inégalités, ce serait évidemment très dommageable, mais il y a aussi une polarisation très puissante de la société française. Et c'est peut-être ça, pour moi, qui est d'une certaine manière le plus inquiétant. On a essayé d'identifier cette espèce de radicalisation des discours publics, des discours politiques, qui a vu depuis une quinzaine d'années tout notre échiquier politique glisser, d'un point de vue sémantique, vers la droite et l'extrême droite, jusqu'à ce qu'il y ait véritablement un brouillage des repères, un brouillage des cartes. Et c'est vrai aussi bien dans le monde médiatique et littéraire, où aujourd'hui les principaux héros du déclinisme, de l'annonce quasi millénariste de la fin de la France, sous la poussée de l'immigration, de la destruction des valeurs, de la fin de la francité, ont aujourd'hui, je dirais, le monopole quasiment de cette parole publique et médiatique. Et dans le monde politique, effectivement, comme l'a rappelé Ahmed, la dernière manifestation de cette radicalisation cumulative depuis une quinzaine d'années, c'est bien pour moi l'affaire de la déchéance de nationalité. On est en plein dedans, je dirais qu'on est dans cette espèce de logique qui nous pousse vers les extrêmes. Et ce qui est un peu terrifiant dans ce qui est en train de se passer,
c'est que cette polarisation, je dirais, ne concerne pas que ce champ-là. Elle a complètement percolé dans toute la société. Aujourd'hui, on est obligé de constater que malheureusement le Front National est le premier parti de France, et que par ailleurs, oui, il y a des crispations identitaires, il y a des espèces d'auto-marginalisation volontaire dans des tas de secteurs de la société qui alimentent ce cycle infernal. Et pour moi, pour nous, le grand repli, c'est cette dynamique, c'est ce processus un peu catastrophique qui, effectivement, fait craindre tous les possibles. Et pour suivre un petit peu l'analyse de mes deux amis et co-auteurs, ce qui déjà est un exploit d'écrire à trois un ouvrage qui est un essai. Je tiens juste à le dire, chacun n'a pas signé une partie, donc vous imaginez les longues nuits blanches et les longs échanges de mails pour être d'accord à trois mains d'écrire ce qu'on a écrit. Nos parcours et nos points de vue ne sont pas toujours exactement les mêmes, sauf qu'ils ont été entrecroisés dans cet essai. Notamment pour répondre à une phrase que le Premier ministre a dite, qu'il ne fallait pas comprendre les choses. Justement, il faut les comprendre. La situation du grand repli actuel s'explique. Elle n'a rien d'étonnante. Nous, quand on a écrit La fracture coloniale en 2005, Rupture coloniale en 2010, et aujourd'hui le grand repli, on est sur un processus qu'on a vu évoluer. Il y a eu des moments où nos élites intellectuelles, politiques, l'université, la pensée, la sociologie, le travail fait foncier, la gauche, auraient très bien pu choisir d'autres voies. Ce n'est pas du tout un résultat qui vient de nulle part. La France n'a pas pris une comète sur la tête qui crée le grand repli. C'est un long processus qui est lié à notre histoire coloniale, à la manière dont l'immigration a été pensée, notre rapport au monde, la place de l'islam dans la République, mais aussi le sentiment des déclinistes qui l'ont emporté et qui ne l'ont pas emporté sur rien. Si aujourd'hui le discours décliniste est dominant, c'est qu'il s'appuie aujourd'hui sur une incapacité de la gauche, des intellectuels de gauche, à comprendre la question de qu'est-ce qu'une société diverse et multiculturelle, et notamment avec une gauche qui n'a jamais digéré l'histoire coloniale, tout simplement parce qu'elle a eu les mains, les pieds et la tête dedans. Et que le Parti socialiste n'a par exemple jamais fait son introspection, sa réflexion sur qu'est-ce qu'a été l'histoire coloniale pour la gauche française. Quand on reprend les discours de Guy Mollet de 56 et qu'on écoute les discours d'aujourd'hui, c'est pas compliqué de demander à un étudiant de faire un parallèle et de remettre sa copie 2 heures plus tard. C'est sidérant. C'est sidérant parce que c'est pas non plus la première fois que nous nous retrouvons, nous, France, pays, face à une difficulté de penser le présent à l'aune de nos héritages passés. Et ce qui arrive aujourd'hui n'est en rien le fruit du hasard. C'est pas juste plusieurs comètes qui seraient arrivées, qui auraient dépassé nos politiques pour penser la situation et ne pas être capable d'agir. Il y a eu des choix depuis 15-20 ans, des refus de penser la mémoire et de penser le passé, de penser une société diverse, de penser l'autre, de réfléchir à qu'est-ce que la France et ses valeurs, de laisser les intellectuels l'emporter, au point, et je suis très content que tu aies fait ce parallèle avec le grand remplacement, parce que c'est cette phrase que Zemmour dit à un journaliste italien il y a maintenant 3-4 ans, de dire que personne n'aurait imaginé 15 ans avant la fin de la guerre d'Algérie, que l'ensemble des pieds noirs des Européens et des Juifs d'Algérie auraient à un moment quitté la terre d'Algérie. Et dans la tête du grand remplacement, il y a aussi comme dialectique le grand départ, qui est aujourd'hui pour un certain nombre d'intellectuels de droite et pour beaucoup de gens qui se retrouvent totalement désarmés face à la situation que vit la France aujourd'hui, une solution au grand repli. C'est que le grand repli, pour eux, s'explique sur l'impossibilité culturelle de gens venant d'horizons différents de vivre ensemble dans une nation qui, quelque part, comme le dirait Nadine, est de race blanche. On peut le dire comme on veut, tourner autour du pot, c'est bien la difficulté de notre génération qui est en train aujourd'hui de raisonner dans le présent. Et que quand on écoute le discours des déclinistes, quand on écoute le discours des néo-réactionnaires, quand on écoute le discours sur les grands remplacements, ce n'est pas simplement un grand remplacement démographique, c'est aussi un grand remplacement qui est lié au flux migratoire, et l'année 2015 a particulièrement été servie pour ça avec ce qui s'est passé avec les migrants en termes de symbolique, donc d'envahissement de la nation. Mais pour eux, il y a une réponse absolue. Elle existe, la politique alternative. C'est le grand départ, qui n'est pas du tout inconcevable dans leur esprit, puisqu'il y a eu des partitions territoriales dans l'histoire impériale entre le Pakistan, le Bangladesh et l'Inde. Il y a eu des départs de populations, comme on a pu le voir avec l'Algérie, et il est tout à fait imaginable un jour qu'il y ait une situation similaire en France. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose d'abstrait. Et plus personne aujourd'hui n'est capable de dire de quoi sera fait dans 15-20 ans la France par rapport aux politiques publiques qui se mettent en place, puisque justement il n'y a plus de politique publique sur ces enjeux-là. Que la question est devenue totalement identitariste, et pour tout le monde, hein.
Chacun se replie sur sa communauté. Qu'on le voit émerger, et Lebourg l'a montré comme Lioger dans différents articles ces temps-ci, et dans un prochain ouvrage qu'on fait avec Nicolas, que la question d'un vote blanc, par exemple, en France, donc d'un vote communautaire, est devenu le premier moteur pour une partie des électeurs du Front National. C'était exactement comme les Africains ou les Blancs du sud des États-Unis, et déjà Leclerc l'avait montré dans son livre sur le racisme anti-blanc. Il y a aujourd'hui des électeurs qui votent en tant que blancs, comme d'autres électeurs qui votent à l'aune de leur communauté. Ceci est une situation électorale qui a changé en 25 ans. C'est-à-dire qu'avant, on détestait l'étranger et on votait FN. Aujourd'hui, on a peur de ne plus être blanc et on vote FN. Ces éléments-là amènent une situation qui est le fruit de ces dernières années, dont pour nous, mais c'est un point de démarrage avec Nicolas de nos questions, la question coloniale en fait partie. Ce pays a du mal avec la question coloniale. Il est fragmenté sur cette mémoire-là en étant incapable, quels que soient ses présidents de la République, depuis maintenant 50 ans, d'arriver à débroussailler la question. Et bien avant nous, Benjamin Stora a expliqué en quoi cette question était essentielle pour le passé, mais essentielle pour le présent. Qu'en même temps, c'est superposé à ça un contexte international qui fait que hier, l'ennemi qui était aux colonies est devenu l'ennemi intérieur. Alors c'est un peu plus compliqué que de considérer que l'ennemi intérieur aujourd'hui est certes le musulman et le semblable d'un autre ennemi intérieur, mais la plus grosse proximité, c'est encore le communiste dans les années 30, qui était l'ennemi intérieur qu'il pouvait même mettre dans sa famille, c'est-à-dire le converti. Et le converti communiste des années 30 vaut largement le musulman converti de 2010. Tous ces éléments de fraction ont déjà été dans la société française des éléments dominants qui ont créé des tensions identitaires. Et nous les vivons aujourd'hui avec une sorte d'hyper-concentré sur un temps présent, où la gauche n'a plus d'alternative sur cette question-là, parce qu'elle n'a pas pensé la question de la diversité, quoi qu'elle en dise. Elle n'a pas pensé la question d'une société multiculturelle, et pas multiculturaliste, j'ai bien dit multiculturelle. Le multiculturalisme, c'est une manière de penser le multiculturel. Une société multiculturelle, c'est simplement une société qui n'est pas fondée sur une seule population. Et cette mutation-là, soit elle est encore vue avec des vieux schèmes colonialistes, donc de domination, eux et nous, soit elle est simplement pas du tout digérée et intégrée. Donc à un moment, vous n'avez pas d'alternative, les gens se replient sur ce qui les rassure. Et dans une société fragmentée, ce qui rassure, c'est la communauté, quelle qu'elle soit. On peut même inventer des communautés imaginaires. C'est là-dessus qu'on a essayé de travailler. Alors d'un côté, tu as raison de dire que ce livre n'est pas optimiste, mais, comme le dit très bien Ahmed en ayant cité une citation à la fin, c'est un pessimisme éclairé, ce qui est quand même une nuance sémantique importante. Je ne sais pas, ça va nous remonter le moral. Un pessimisme éclairé. Piochons sur ces termes qui sont de temps en temps utiles. C'est pas certain, en effet. Peut-être pour continuer, vous écrivez que, en gros, le grand repli, c'est aussi l'expression de la nostalgie d'une grandeur perdue, d'une grandeur passée. Tu as cité Raphaël Liogier qui a fait un livre en effet intéressant, très intéressant sur le complexe de Suez, où les deux anciennes, en gros, il raconte, mais vous l'évoquez également, tous les trois, que en gros les deux anciennes grands empires, les deux anciennes grandes puissances coloniales, qui étaient l'Angleterre et la France, tentent d'intervenir pour sauvegarder leur vieux canal de Suez, et que, en gros, à Moscou et à Washington, on leur explique que c'est fini, que les empires c'est fini, et qu'il faut rentrer à la maison, et qu'ils ne peuvent plus se comporter comme en 1910, quoi, comme à l'époque de Lyautey, quoi, en gros. Mais donc, en gros, le grand repli, c'est donc ça repose sur une nostalgie de la grandeur passée, mais c'est aussi un certain retour du colonial aujourd'hui, dans le sens où, et je ne sais pas qui veut intervenir, mais dans le sens où c'est un retour du colonial, puisque on pense par une séparation des populations par rapport à leurs origines ou à leur origine, et ça en France aujourd'hui, pas en 1940 ou 50. On va dire qu'il y a cette tentation. Hein, il y a cette tentation. Il y a cette tentation, oui. Et il y a cette tentation qui malheureusement est en train de se construire aussi par l'instrumentalisation du droit. Et là, ça devient problématique, parce que tant que c'était que des discours identitaires faits par quelques intellos un peu perdus sur le planète, des Finkielkraut, finalement, après tout, ils ont le droit de délirer dans leur coin. Pourquoi pas. Mais quand les choses deviennent instrumentalisées par le droit, là, ça devient
ça devient beaucoup plus grave, hein, parce que je veux dire que le peuple en France, il se construit par le droit, hein, et si même le droit est instrumentalisé, finalement, là, ça devient véritablement dramatique. Alors effectivement, il y a toute une nostalgie de grandeur de la société française, hein, très marquée, hein, qui nous ramène effectivement au temps de l'Empire, qui nous ramène aussi au mythe d'une société blanche, parce que la France, en fait, n'a jamais été véritablement blanche, c'est pour ça que c'est un mythe, hein. Et donc, c'est un refuge, précisément, dans l'identité, hein. C'est une espèce de recul fondamental qui s'opère à ce niveau-là. Mais ce qu'il y a de marquant, c'est que jadis, il y avait au moins un espace public sur lequel on pouvait négocier un nous, hein. C'est-à-dire que la France n'a jamais été d'un seul tenant, elle a toujours été composée par de multiples strates. Donc il y avait l'espace public qui permettait d'exprimer les conflits, qui permettait de construire quelque chose qui finalement apparaissait comme une identité politique. Aujourd'hui, le problème, c'est que cet espace public de pensée et d'information, je dirais, il a été détruit. C'est ce qui permet justement l'expression de gens comme Finkielkraut qui disent absolument n'importe quoi, hein. Mais le problème, c'est qu'on peut les croire, hein, parce que finalement, pourquoi pas, hein. Mais l'exemple, alors, est-ce que c'est la faute aux intellectuels? Moi, je ne crois pas, je crois que le mal est beaucoup plus profond. On voit bien que le politique lui-même aujourd'hui est incapable de produire du sens. Vous avez une gauche qui fait une politique d'extrême droite aujourd'hui. Il y a quand même un problème de fond dans l'espace public. Donc je crois que fondamentalement, le problème qu'on a aujourd'hui, le problème du grand repli, c'est véritablement le problème de la disparition de l'espace public. L'espace public qui est le lieu de construction d'un sens commun, le lieu de construction d'un nous. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui, hein, parce que c'est le vivre ensemble qui est aujourd'hui complètement remis en cause, détruit, non seulement par des intellectuels fous, mais aussi par des politiques. Et je pense que c'est plus grave à ce niveau-là. Tu prends ou... Et ce qui est important, c'est qu'on oublie par exemple que des personnages comme Ménard ou Zemmour, cette culture pied-noir, elle signifie quelque chose dans leur parcours. Relisez les premiers livres de Zemmour, que le temps était merveilleux quand les femmes étaient à la maison, les Arabes et les Noirs au champ. On est dans une dialectique qui part et que l'on peut comprendre dans son vécu personnel. Il n'est pas détaché de sa propre histoire. Aucun ici, peut-être, quand il écrit, est totalement vierge dans ce qu'a été son récit. Un Zemmour comme un Ménard qui change le nom des rues et des places quand il arrive à Béziers, ce n'est pas un hasard. De penser que pour eux, les héritiers de ceux qui ont connu le grand départ, eux, d'Algérie, la guerre est terminée, c'est faire totalement abstraction de ce qu'a pu être leur histoire personnelle. Leur histoire de la guerre d'Algérie, leur guerre d'Algérie, pas à eux, ils n'étaient pas nés, celle de leurs parents, est encore présente. Je rappelle, et le livre d'Alain Ruscio est brillant là-dessus, pour montrer le retour du marquage du territoire, par exemple, sur la période Algérie française et OAS. Il démontre parfaitement qu'en depuis 15 ou 20 ans, on n'a jamais inauguré dans le sud de la France autant de stèles, de places, de tombes et de monuments funéraires à l'hommage de l'Algérie française et de l'OAS. Et là, ce n'est pas la génération qui a connu l'Algérie française. Ce sont leurs enfants, qui vivent eux aussi une mémoire en fragmentation. Et cette mémoire-là, elle est tout simplement opérante sur le territoire. On le voit à travers les monuments, on le voit à travers un certain nombre de mouvements, on le voit dans les discours politiques. Il y a à peu près 4 millions de personnes qui sont liées directement ou indirectement avec l'histoire pied-noir. Ils sont présents dans les conseils municipaux, en Languedoc-Roussillon, en région PACA, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils existent politiquement dans tous les partis politiques. Rappelez-vous que c'est Frêche qui avait voulu créer ce musée à Montpellier sur l'Algérie française. Donc ce n'est pas du tout qu'une frontière droite-gauche. C'est bien plus compliqué que ça. Si vous voulez aborder la question de la guerre d'Algérie au Parti socialiste, vous vous rendez compte aussi que c'est loin d'être neutre et que la question pied-noir fait sens. Et quelque part, on comprend pourquoi elle fait sens. C'est que jamais la France républicaine n'a réussi à intégrer dans le grand récit national l'histoire des pieds-noirs. Comme elle n'a pas pu s'intégrer l'histoire des héritiers de la colonisation. Comme elle n'a pas pu intégrer l'histoire impériale de la République. Nous, on a fait un ouvrage avec Nicolas qui s'appelait il y a quelques années « La République coloniale », qui démontre bien deux mots qui ne vont pas du tout ensemble. Comment le pays des droits de l'homme peut, en quittant le port de Marseille, de moins en moins être dans le droit et de moins en moins être, à travers les hommes, dans l'égalité. Parce que c'est ça, quand vous arrivez à Marseille, à Tananarive ou à Hanoï, il n'y a plus d'égalité. Et c'est le même pays qui prône l'égalité. Donc il y a une ambiguïté absolue. Quand on est le Japon impérial et qu'on colonise, on peut comprendre qu'il y a les maîtres et les esclaves. C'est la théorie japonaise. Mais la République française, c'est un paradoxe absolu. Rappelez-vous, le premier texte, le premier personnage sur lequel le président François Hollande choisit de placer son quinquennat, c'est Jules Ferry. Vous me direz, c'était mal parti. C'était Jules Ferry. Donc Jules Ferry, et d'ailleurs il commence, parce qu'il a dû y avoir un conseiller qui a dû lui dire,
Il dit, attention, je parle bien sûr ici du Jules Ferry de l'école. Certains pourraient contester certains de ses points de vue. Bah oui, Coco, certains de ses points de vue, c'est pas rien. C'est quand même pas rien, parce que le même Jules Ferry, il fait les deux. C'est tout le paradoxe français. Et nous sommes, nous, aujourd'hui, indirectement, les héritiers. Bon, on est tous nés ici après les indépendances. Hein. Aucun d'entre nous a fait l'Algérie française, les révoltes de Madagascar, la conquête de l'Algérie. On est loin de tout ça. C'est pas notre histoire, indirectement. Mais on est les enfants de cette histoire. Et donc, on est les héritiers de cette histoire. Dans un pays où, je le rappelle, toujours avec beaucoup d'humour, si vous voulez emmener vos enfants voir l'histoire coloniale au musée, vous avez intérêt à quitter la France. Il faut mieux aller en Hollande, en Belgique, en Angleterre, en Italie, mais pas en France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est simple. C'est une histoire qui commence en 1524, quand un marin se perd du côté du Saint-Laurent au Canada. Quand même, ça a commencé, c'est pas hier. Hein. Ça a concerné quand même plus de 70 nations aujourd'hui sur la Terre. Et cette histoire ne fait pas partie de notre monde muséal, de notre panthéon national, de notre récit national. Donc chacun construit son histoire, sa mémoire, à l'aune d'une fracture, quelle qu'elle soit. Et donc une revanche. Donc il construit sa propre mémoire. Et le premier ennemi, c'est l'autre d'à côté qui a connu la même histoire par héritage et qui a lui aussi sa propre mémoire. Et la République, quelque part, n'ayant pas su appréhender cette histoire, a laissé chacun faire comme il pouvait. Donc, c'est une immense pagaille. Et nous sommes les héritiers des éclaboussures de cette immense pagaille. C'est-à-dire qu'il y a encore, et je trouve que Ahmed a été très soft, pour une fois, de dire qu'il y a encore certains comportements, voire que la loi pourrait. Il y a des pratiques territoriales qui font qu'on pense, eux et nous. Plus personne pense que les quartiers populaires sont des zones d'équilibre en termes de mixité. Non, mais plus personne. Je veux dire, ou alors, ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris le métro, je veux dire, dans un quartier populaire. Ce sont des territoires où il y a un rapport entre le social et l'ethnique clairement marqué, et c'est une politique urbaine. Et ça correspond à 60 ans de politique urbaine. On comprend bien que dans le discours de la nation, vous avez les hommes politiques qui parlent de eux et nous. Et il n'y a pas besoin de décoder. Quand vous êtes dans un quartier, par exemple, ou dans les Outre-mer aujourd'hui, vous faites une conférence à des enfants de 12-13 ans. Vous avez des jeunes gamins qui sont nés en France et qui vont vous dire de manière explicite « je ne suis pas français ». Et monsieur, mais attendez, vous n'avez pas besoin de me l'expliquer. Je sais pourquoi je ne suis pas français et pourquoi je ne serai jamais français. C'est parce que cette République, elle a une colorisation. Elle ne m'aime pas. Elle ne veut pas de moi. Qu'un gamin de 8, 10, 12 ans ait la capacité de comprendre ce processus, ça veut dire que nous tous ici, un peu plus adultes, on a parfaitement compris. Et on sait d'où ça vient. Le Belge, 4e génération d'immigration, il n'a pas le même problème. Donc l'histoire impériale et coloniale, qui se double bien sûr d'un rapport à l'identité, à la couleur de la peau, à la religion, ça induit un certain nombre de replis et de fractures dans la société, qui conduisent à des politiques publiques, qui conduisent à des amalgames. Par exemple, je me rappellerai toujours, il va être content s'il est filmé et qu'il se voit là, Salah Amokram, qui le lendemain du 11 septembre 2001 est sur la place du Capitole à Toulouse. Il est à côté d'une grande personnalité religieuse, et à la fin de la cérémonie de la minute de silence, la personnalité se penche vers lui et lui dit « Là, vous avez merdé quand même. » Et comme dit Salah, il dit « J'étais ni saoudien, ni pilote de ligne. Pourtant, pourquoi il me posait la question ?» C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Et ça, il fait partie du socius politique, de la pensée politique. Il est totalement... Aujourd'hui, on est capable aujourd'hui de composer un gouvernement, par exemple français, en se posant la question d'un juste équilibre, et non pas des compétences d'un gouvernement. Peut-on avoir 2 Coréens dans le même gouvernement en France? Ah, peut-être pas falloir regarder une quand même, ça va faire beaucoup cette année. Ces comportements font que notre pensée politique est totalement irriguée de ça, et en même temps, s'il y a bien un sujet qui n'existe pas en France, c'est parler de la race. Ça va comme mot? Parler de la race. Car c'est ça le sujet. Aux États-Unis, ce qu'on est en train de dire est d'une banalité absolue. En France, c'est un non-sujet. Donc le non-sujet, il a construit à des non-politiques. Il construit à des amalgames incroyables. Et on n'a même pas le droit de se revendiquer dans une petite problématique parce qu'on va vous dire « Oh, Coco, t'es dans la République. On est tous égaux. Il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. » Non, tu peux pas y aller, c'est pas vrai. Parce que le gamin, il sait déjà qu'il ne pourra pas y aller. Et ça, c'est presque à la fois très concret, ce qu'on est en train de dire là, et extrêmement complexe à expliquer. J'étais il y a 10 jours, et Nicolas le sait, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, sur une exposition sur les zoos humains, à Walla Walla, dans une réserve d'Indiens, dans le nord des États-Unis. Et je faisais une conférence sur les zoos humains. Et à un moment, à la fin de la conférence, il y a un Indien de la réserve qui vient me voir, il me fait « Ça doit être pareil pour vous dans les quartiers populaires. Ils doivent avoir le sentiment toujours être dans des zoos humains, comme nous dans la réserve. » C'est qu'en plus, ce qu'on est en train de dire là, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans le livre, ce n'est pas qu'un processus français. Si on était les seuls dans cette complexité, on pourrait se dire qu'on a des hommes politiques, des intellectuels pas très brillants. On n'est pas le seul pays à connaître ce type de difficulté. C'est-à-dire comment vivre ensemble quand on n'a pas digéré son passé, et l'Amérique est quand même assez douée pour ne pas avoir digéré son passé. Regardez, Colère noire, on en parlait ensemble au téléphone, extraordinaire livre qui vient de sortir sur Être noir aux États-Unis.
où l'auteur vous explique que quand on est noir en Amérique, on est avec la peur. Et ça fait partie de toute votre vie. Et bien quand on est en France, de l'autre côté du miroir colonial, c'est pas avec la peur qu'on vit, c'est avec l'impossibilité de rentrer dans ce qu'on appelle la citoyenneté. Même si, comme le dit Ahmed, on a le droit pour soi. Et c'est là-dessus que le grand repli aujourd'hui, et je pense, enfin on pense, sur un moment essentiel de basculement. Nicolas ? Bon, que dire après ça? Je n'avais pas me laisser la parole. C'est un one-man show. Non, mais je crois que Pascal a bien souligné le fait que, effectivement, l'un des points aveugles fondamentaux de notre société, c'est effectivement notre passé colonial et ses éclaboussures. Pourquoi? Pas seulement parce qu'on n'est pas totalement au clair sur ce passé, mais parce qu'il a des répercussions très concrètes aujourd'hui. Une bonne dizaine de millions de personnes aujourd'hui sont directement issues de ce passé, de par les immigrations coloniales et postcoloniales. Et le fait est que les mémoires de ce passé, qui sont des mémoires diffractées, qui sont des mémoires concurrentes, aujourd'hui s'adossent à des forces qui sont effectivement des forces sociales, des forces réelles. Il ne s'agit pas seulement d'idéologie ou de dire une histoire juste, mais parce qu'effectivement ça anime quelque part l'imaginaire, l'inconscient, la manière de se représenter ce qu'on est à travers une généalogie. Et je pense que tout le monde a besoin d'une généalogie. Le problème de la France, c'est qu'elle a une généalogie tronquée. On n'a pas su intégrer encore cette part de notre histoire qui ferait qu'un récit commun, qui n'est pas un récit facile à assumer, mais qui est notre récit, qui est la vérité tout simplement, pourrait, à un moment donné, être assumé, dit, et comme tel, pouvoir ouvrir une page nouvelle, tout simplement. Alors, la deuxième chose que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas les seuls dans ce processus qu'on a appelé le grand repli. Il suffit de se regarder autour de nous. Nos voisins européens, dans bien des cas, sont dans des configurations assez comparables. Mais peut-être que le cas de la France est un petit peu différent, d'une part, avec cette complexité du post-colonial, mais aussi sans doute parce que la France a toujours eu une ambition universaliste, une ambition de grandeur. Ahmed l'a dit il y a un instant. Et abandonner cette ambition de la grandeur est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, mon sentiment est que le grand repli c'est une espèce de nœud où on a cette situation intérieure qu'on vient abondamment de décrire, mais qui est en même temps percutée par un ensemble de déstabilisations qui sont dues à la transformation extrêmement rapide du monde. Je ne vais évidemment pas faire un cours là-dessus, vous avez tous en tête ce à quoi je veux faire allusion. L'inclusion européenne, la disparition des frontières, le choc énorme à la fois technique, économique et social de la mondialisation. On voit bien aujourd'hui que les classes moyennes sont très largement fragilisées, le monde ouvrier est entré dans une phase quasi infernale, et que tout ça crée une fragilité d'ordre psychique, quelque part, qui est extrêmement difficile à assumer. Or, dans des sociétés comme ça, qui se sont rêvées grandes et qui sont heurtées de plein fouet par tous ces chocs, on a d'autres exemples dans l'histoire où il y a une forme de rétractation, il y a un désir de retour en arrière, d'arrêter ce bazar, quoi, et de revenir à ce qu'on était avant, là où l'ordre régnait d'une certaine manière. C'est une réaction anthropologico-politique qui est relativement bien connue. Elle débouche souvent sur des solutions qui n'en sont pas et sur des processus qui peuvent être tout à fait délétères et dangereux. Et le grand repli, on l'a écrit à cause de ça. Enfin, moi, je l'ai écrit à cause de ça, mais je crois que c'est un sentiment partagé par les auteurs, parce qu'il y a effectivement cette crainte que ce processus dans lequel nous sommes emmenés puisse déboucher sur des solutions, entre guillemets, simplistes, qui répondent à cette inquiétude anthropologique, mais qui sont évidemment catastrophiques pour l'avenir. Donc je crois que la question aussi, c'est celle qui nous est posée, c'est celle-là. C'est une question, j'aime pas tellement ce mot parce qu'il est extrêmement difficile et il est connoté, mais c'est une question quelque part qui est une question identitaire.
comment peut-on aujourd'hui penser ce qu'on est comme société dans ce monde qui est une forme qui est prise par un grand nombre d'entre nous comme une agression, et comment arriver donc à franchir ce pas de réinventer quelque chose, je n'ai pas la solution, mais réinventer quelque chose qui fasse front en même temps à la réalité de notre passé, de ce qui nous a construit et ce qui continue de construire notre société, et en même temps tout ce qui nous heurte à la périphérie, avec toutes les transformations que je viens de décrire. C'est un peu ça l'enjeu du livre, je pense. Peut-être rebondir sur la question de l'universel qui me semble fondamentale, parce qu'on a parlé du communautarisme, je crois que le deuxième malentendu, c'est la question de l'universalisme, je crois. Donc il me semble qu'aujourd'hui, Nicolas le précisait, il y a un problème, c'est que la France, c'est le pays de l'universel. La République une et indivisible, elle s'adresse à tous les citoyens du monde, et on a un modèle qui est à ce niveau-là vu comme assez unique à l'échelle du monde. C'est pour cette raison que la France est, par définition, la nation des nations. Or, aujourd'hui, cet universel abstrait est finalement en train de devenir un universel restreint. Restreint, pourquoi? Parce que ce discours de l'universel, qui a été finalement à l'origine de pas mal de conquêtes, la conquête de l'égalité, qui a toujours été, qui a été une arme de lutte pour le mouvement ouvrier, pour toutes les luttes sociales qui ont eu lieu dans ce pays, et bien aujourd'hui, cette arme elle est en train de se transformer en instrument de mépris et de distinction précisément entre nous et eux. C'est tout ce qui pose problème aujourd'hui. Et effectivement, donc c'est les valeurs qui sont au fondement de ce rapport à l'universel. Je parle bien sûr de la laïcité, je parle du rapport homme-femme. Elles sont devenues aujourd'hui des instruments de distinction qui construisent finalement un rapport au mépris. Donc, universel restreint qui construisent aussi en fait de nouveaux régimes d'exception, exception de l'islam à la laïcité, exception des banlieues à notre modèle social, exception des immigrés postcoloniaux à notre modèle national et universel d'intégration, et exception des binationaux aussi justement à la citoyenneté. C'est ce qui se construit aussi. Donc c'est véritablement quelque chose de l'ordre de l'exception qui est en train de remettre en cause ce modèle universel français. Non, on a encore un peu de temps. Mais justement, pour poursuivre, vous montrez bien dans plusieurs chapitres du livre que le grand repli, c'est aussi synonyme d'une vraie brutalisation des migrants, brutalisation de certaines parties de la population française, en tout cas de la population française. Et vous montrez que le grand repli, je ne sais pas si tu veux intervenir là-dessus, se fonde d'abord sur des forteresses légales, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de lois, de circulaires, de décrets qui organisent, ce que disait Ahmed juste avant, cette séparation entre eux et nous. C'est l'étranger, mais c'est aussi un certain discours, ce que tu disais auparavant, un certain discours hérité de l'époque coloniale qui est transformé dans les politiques de la ville, dans les politiques éducatives, dans les politiques du logement, etc. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à comprendre. Je pense qu'une des allégories très concrètes pour arriver à expliquer le point de départ de notre réflexion, c'est l'histoire coloniale n'a pas fabriqué que de l'histoire coloniale. Elle a fabriqué du droit, par exemple. Ce qui peut paraître aberrant, mais la France, en plus, arrive à coloniser avec le droit. Il y a plein de définitions de choses. En 1928, par exemple, on se pose la question en Indochine de est-ce qu'un indigène peut témoigner devant une cour de justice? Alors, vous avez des gras de papier qui se grattent la tête et qui se posent la question. Alors le problème, ils répondent non. Oui, mais quand ce sont des métis, waouh, qu'est-ce qu'on fait d'un métis? Il est à moitié témoin. Oh, on est vraiment embêtés là. Donc ils vont vraiment se gratter la tête et il faut répondre à la question parce que c'est une question de droit. Quand la personne arrive et est témoin d'un crime ou porte plainte, qui est-elle dans le droit français? Donc on va se gratter la tête et on va dire ok, il va falloir définir si un métis, il est plus métis blanc français que moins métis blanc français, donc pas français. Et la seule réponse que trouve la République pour une question de droit, c'est de demander à 2 médecins son avis. Ce que je rappelle, Vichy a fait avec les Juifs sur les certificats pour savoir si on était juif ou non pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et ce qui va être mis en place en Indochine dans les années 20 va après être mis en place dans la plupart des territoires coloniaux. C'est-à-dire que c'est la science, le savant, le médecin qui va définir si un métis est d'un côté ou de l'autre du miroir. Ceci, vous allez me dire, ne fait qu'introduire le mot race, qui était déjà présent dans la Constitution française, dans le droit français. Mais en termes de pratique, cette question, ce n'est pas une question qui traite l'autre comme un étranger ou non, puisque l'étranger sur le sol de France peut ou non devenir citoyen par la naturalisation. Vous le savez comme moi, qu'on pouvait être indigène, migrant sur le sol de France dans les années 20-30 et ne jamais avoir comme perspective d'être naturalisé. Ce n'était pas un état de fait, ce qui était plutôt le devenir de n'importe quel étranger. Donc ce droit colonial, qui fait même appeler à un moment la notion de race française comme référent, va totalement irriguer une pensée politique et donc administrative sur le fait que deux personnes en France, issues de deux territoires non hexagonaux, l'un immigré étranger et l'autre indigène présent sur le sol de France, ne sont pas assujettis aux mêmes droits. Ce qui, je vous passe les détails, quand ces personnes épousaient une bonne petite Française du Limousin et avaient des enfants. Puisque là, le droit du sol et le droit du sang ne fonctionnent plus de la même manière. Si vous étiez un travailleur colonial avec votre femme présent à Marseille en 1924, la citoyenneté de vos enfants n'était pas celle du sol de France, mais était celle de votre sol de départ, colonial. Donc la notion même du droit du sol tel qu'on le pense aujourd'hui, immuable dans la République, Patrick Weil l'a parfaitement montré, est beaucoup plus complexe. Tout ça n'a pas que produit une histoire du droit et des pratiques à l'encontre des individus qui s'est arrêtée en 1960 ou en 62, ou en 54 pour l'Indochine. Les pratiques inconscientes, je le dis toujours, qu'est-ce qu'on a fait des 43 000 fonctionnaires qui étaient aux colonies à la fin des indépendances? Vous croyez qu'on les a laissés sur place? Ils ont pris leur retraite et ils sont partis. Il a bien fallu les recaser dans certains systèmes. Il a bien fallu se reposer la question de ce qu'on fait d'eux. Ils étaient fonctionnaires, ils tenaient un empire, du jour au lendemain, ils sont revenus dans l'Hexagone. Alors certains ont été gérer le Bumidum à partir de 63 pour les Antilles, pour faire venir les Antilles en France. Là aussi un système un petit peu post-colonial, voire paracolonial, pour pas dire néocolonial. Et puis on s'est mis aussi à gérer l'habitat, les foyers sur la côte Raz, les quartiers, la politique urbaine, la gestion des populations migrantes qui arrivaient sur le sol de France, les accords bilatéraux avec les pays pour les politiques publiques. Et pendant au moins 10-15 ans, beaucoup d'hommes et de femmes qui avaient été eux-mêmes acteurs de la fin de l'Empire, notamment sur les questions économiques, sur les questions administratives, sur l'administration de ces territoires, ont géré la même chose ici. Le meilleur exemple qu'on a eu avec Nicolas, c'est de travailler... Sur les questions sécuritaires. Ou sur les questions sécuritaires. Certain Maurice Papon qui... Exactement. Papon, lui, c'est quelque part une telle exception qu'on peut dire qu'il a fabriqué tous les côtés du miroir. Mais même avec Nicolas, un jour, une chose qui nous avait marqué, c'est que l'agence économique des colonies, qui fabriquait l'image de propagande, avait parfaitement continué avec l'agence de coopération française. C'est-à-dire qu'on continuait à utiliser les mêmes photos en 65 que celles de 53 pour parler des populations hier colonisées, maintenant indépendantes dans les processus de coopération. Donc ce qu'on pense, nous, comme une grande rupture, le temps colonial, la fin de ce temps, n'a pas été une rupture aussi marquée en termes d'administration, en termes de gestion des territoires, en termes de gestion des populations. Puisque d'abord, ces populations, au départ, on les pense comme éphémères sur le sol de France. Dans l'exemple du Bumidum, on préfère d'ailleurs aller chercher des Antillais, des Guyanais, des Réunionnais, parce qu'on considère qu'ils sont français depuis tellement longtemps qu'on pourra à la fois prendre en main leur destin. Et je rappelle qu'à travers le Bumidum, on choisissait la ville où vous alliez travailler, le métier que vous alliez exercer, on vous récupérait en Guadeloupe, on vous emmenait en France, et à la fin, on vous ramenait au pays. Ça a duré tant, c'est comme ça, par exemple, que la plupart des Antillais se sont retrouvés dans les postes ou dans les hôpitaux. Soyez pas surpris, c'est pas du hasard, c'est pas une passion des femmes antillaises de faire l'hôpital. C'est l'administration française qui l'a décidé. Et là, nous ne sommes pas au temps des colonies. C'est à partir des années 63. Et ça dure jusqu'en 83. Il faudra attendre l'arrivée de la gauche au pouvoir pour que le Bumidum soit supprimé. Tout ça pour dire que ces pratiques sont extrêmement concrètes quand on les regarde à la loupe, sujet par sujet. Car l'immigration des populations inter-européennes, portugaises, italiennes, espagnoles, qui sont dans ces temporalités, les années 40, 50, 60, jusqu'à 70, notamment pour les migrations portugaises par exemple, ne sont pas du tout marquées du même sceau politique en termes de gestion. Il y a bien là une continuité sur les populations ex-colonisées qui s'inscrivent dans l'espace hexagonal avec une volonté très différente en termes de politique publique. Alors, on n'est pas là ici pour faire un long étalage de ça, mais le droit a accompagné ça. Et à de versa, n'oublions pas une chose, c'est que les États de départ de ces populations ont joué le même jeu colonial. Quand l'Algérie gère avec l'acte Micale la relation de ces populations en France, ou quand le Maroc gère d'une manière directe et indirecte, et encore plus aujourd'hui puisqu'ils ont le droit de vote au moment des élections, ces populations extraterritoriales du Maroc, comme si en France elles étaient toujours marocaines, ces populations se retrouvent dans un entre-deux impossible identitaire. Par le droit, par la pratique, par la relation avec les pays d'origine, avec la France,
ils sont au milieu de la Méditerranée. Et cette histoire-là, elle fabrique quelque part un entre-deux. C'est ni être étranger, ni être descendant d'étrangers, ni vraiment être citoyen, et pourtant on est né dans le pays. On est dans cet entre-deux-là. Et là, je dirais la matrice administrative, la manière de penser les territoires, ne s'est pas arrêtée avec la deuxième et troisième génération. Quand vous avez les révoltes, par exemple, ou les émeutes dans les quartiers, on les appelle comme on veut, en fonction du côté où on se situe de la révolte ou de l'émeute dans les quartiers populaires dans les années 80, c'est pensé comme des révoltes urbaines, coloniales, classiques. Quand vous avez la marche en 83, c'est regardé comme une rébellion comme en Algérie. Quand vous avez les grèves qui arrivent dans l'automobile en 82-83, le Premier ministre arrive à la télé, Pierre Mauroy, il dit « une grève chiite, c'est réglé ». Ce que je veux dire par là, c'est que la pratique induit aussi un comportement. Que le comportement, il induit des réflexes, à un moment, et quand vous perdez la main sur ce qui se passe, vous en revenez aux vieilles pratiques. 2005. 2005, c'est le sommet d'une gestion coloniale d'une crise urbaine. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pensée comme une crise urbaine, elle n'est pas pensée comme une crise sociale, elle n'est pas pensée comme une crise de déshérence sur des territoires de gens pauvres abandonnés sur leur territoire. Elle est d'abord pensée comme une crise coloniale et ethnique. Et donc elle est gérée comme une crise coloniale et ethnique. Et ça va produire derrière l'échec de toute mauvaise gestion sécuritaire d'une crise qui n'est pas en réalité ethnique, mais qui le devient par la suite. Car les gamins dans les quartiers de cette génération-là perdue sont persuadés d'avoir été traités comme des Arabes et des Noirs. Donc ils se pensent à un moment comme ça, et ils se disent, tant qu'à faire, la seule révolte qui sera entendue, c'est par exemple de faire comme les Noirs américains, de réagir en tant que Noirs quand je m'adresse à la République. Au départ, nous avons affaire à une révolte sociale, territoriale aussi, d'exclusion, comme dirait le Premier ministre, d'une zone d'apartheid. C'est pas moi qui ai employé le mot. Je crois qu'avec Nicolas, on n'avait même pas osé l'employer, celui-là, apartheid. Tiens, c'est pas moi, c'est le Premier ministre qui a joué avec ça. Donc les gens en zone d'apartheid sont en droit de se révolter. Et en plus, c'est pas un petit apartheid, il était social, territorial et ethnique. Il a fait fort, notre Premier ministre. Hein. Avec ça, il y avait au moins un programme de gauche. Et bien, au final, la réponse, elle n'est sur aucune de ces trois questions-là. Et donc, conclusion, le grand repli, il est à ce moment-là des deux côtés. Vous n'avez plus comme alternative de vous replier sur un champ communautaire sur lequel vous pensez et espérez, un, être protégé, et deux, être entendu. Vous êtes devenu illégitime dans votre légitimité, vous choisissez le camp communautaire et il ne reste plus qu'à l'autre qu'à dénoncer ceux qui ne sont en fin de compte que des Noirs et des Arabes. Je vais apporter un petit bémol avant... C'est les pages que vous n'avez pas lues, 400 pages. Avant de laisser la parole à Nicolas sur la question que tu avais posée sur la brutalisation et le cadre légal, hein, qui est important. Effectivement, d'un point de vue très général, on a affaire à des populations qui sont préconstruites et captives des discours publics, mais tout de même, le postcolonial, c'est pas le colonial, c'est pas une reproduction, hein, rupture et reproduction. Et parce que bon, même si finalement on aboutit à un constat très très pessimiste, effectivement, ça confirme ce que tu dis, hein, mais il y a quand même eu une histoire. Il y a quand même eu une histoire. Je dis une histoire de lutte interne au mouvement de l'immigration, ce qui a permis finalement, il y a toujours eu cette césure, cette volonté justement de construire une espèce de frontière comme ça entre nous et eux. Ça, c'est quelque chose de permanent. Hein. Mais il y a justement de l'autre côté des gens qui ont toujours essayé de changer les règles du jeu, de transformer justement ce rapport-là. Et toute l'histoire des luttes dans l'immigration, justement, vous citiez le bouquin qu'on a fait avec Abdelali Hajat en 2008 sur l'histoire politique des immigrations postcoloniales, c'est une histoire de lutte qui a essayé de faire bouger cette frontière, d'accord ? Et quand tu cites l'exemple de la marche, mais la marche, c'est aussi effectivement, hein, c'est pas simplement même si je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement on a importé des pratiques et des symboles qui sont liés à la colonisation. Néanmoins, tout ça se joue dans l'espace public et à un moment, avec la marche, on a l'espoir que quelque chose de nouveau va se construire. À ce moment-là, la France s'ouvre à un nouveau visage, à une nouvelle perspective d'elle-même. Si aujourd'hui on a des ministres qui s'appellent Myriam El Khomri ou Rachida Dati, c'est aussi lié à ça. Donc il y a eu une véritable transformation. On a une histoire des luttes qui permet de bouger cette frontière. Je veux bien qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une perspective un peu bouchée, hein. Mais néanmoins, c'est important de le souligner, l'histoire, elle se transforme, on n'est pas dans une reproduction. Il y a des continuités et des ruptures.
Oui, alors peut-être sur la brutalisation. Sur la brutalisation des migrants, juste pour ajouter quelque chose sur le... Parce que, comment dire, pour revenir à ce que disaient Pascal et Ahmed, la perception de l'immigration, elle a aussi considérablement évolué depuis 1945. On n'est pas sur un... Ça n'a pas toujours été un sujet majeur de l'agenda public. Pas du tout. On a eu des ressacs de ce thème, et finalement, depuis 1945, je dirais que la véritable montée du thème de l'immigration comme d'un thème électoralement intéressant, c'est le début des années 80, pour des raisons qui sont assez facilement identifiables en fait. Première raison, c'est, Ahmed a dit tout à l'heure, ou Pascal, je ne sais plus, c'est la sédentarisation de l'immigration, le regroupement familial. Donc le fait qu'on abandonne l'idée d'un espèce de turnover continuel, d'une instabilité des populations, mais que ces populations resteront et qu'elles pourront faire venir leur famille. Le deuxième facteur important, il me semble, c'est la révolution iranienne de 79, parce que Pascal évoquait il y a un instant la réaction de Pierre Mauroy face à la grève de Flins en 1983, d'ailleurs reprise par une partie de la gauche. C'est quand même un mouvement très intéressant de voir que le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, un secrétaire d'État ont stigmatisé dans les mêmes thèmes à peu près une grève entre guillemets chiite. Et ce qui est intéressant aussi de voir... Avec des ayatollahs, je crois. Avec des ayatollahs. En 82. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais été invité à un colloque et j'avais fait un petit travail sur le traitement télévisuel de cette crise. Et je m'attendais à voir une télévision aux ordres. 1983, bon, c'était un peu libéralisé, mais enfin le RTF n'était pas très loin. Et en fait, dans les journaux télévisés, j'étais très surpris de voir le recul critique qu'avaient pu prendre les journalistes en allant interroger les ouvriers eux-mêmes qui faisaient grève, les ouvriers maghrébins, et qui, bon, évidemment, comprenaient pas du tout le procès qui leur était fait, puisque leurs revendications étaient très, très concrètes. Et ça montre que même si le thème de l'immigration, avec bien sûr la montée du Front National, on se souvient que 1983, c'est aussi Dreux, la première élection de Dreux avec le très bon score de Stirbois, qui marque le début finalement de l'ascension du Front National dans la société française. Mais ce n'était pas encore un thème qui avait une telle puissance. Alors, pourquoi est-ce devenu un thème qui a une telle puissance et comment on a traité ce problème? On l'a traité effectivement, progressivement, de manière de plus en plus brutale. C'est un fait aujourd'hui que nos traitements de l'immigration, et particulièrement de l'immigration clandestine, est ultra restrictive, policière et sécuritaire. C'est pas une position idéologique de dire ça, c'est la stricte vérité. Notre traitement de l'immigration, ça passe par des rétentions administratives, par des camps, ça s'est passé sous Sarkozy, mais ça continue, même si les objectifs chiffrés ne sont plus un impératif. Ça passe par des arrestations, des quotas, où on doit renvoyer tant de dizaines de milliers d'immigrés clandestins par an. Tout ça, d'ailleurs, a été, entre 2007 et 2012, il faut le dire, de plus en plus mis en scène, de plus en plus montré comme une action positive d'un gouvernement qui n'avait peut-être que cette marge de manœuvre-là, je ne sais pas, mais en tout cas, il l'a abondamment montré. On a vu aussi la mise en scène de démantèlement des camps de Rome, comme s'il y avait une forme d'autorisation à la brutalité, une légitimité à cette brutalité. Et je ne parle pas bien sûr aussi de choses qui sont moins connues, mais qui témoignent aussi de cette terrible brutalisation d'une partie des populations qui sont présentes en Europe, c'est l'externalisation des camps tout autour de la Méditerranée, sans parler bien sûr évidemment des milliers de morts qui pendant leur voyage décèdent. Donc, ce long processus, là aussi, que moi j'appelle un processus de radicalisation, mais qui n'est plus seulement un processus de radicalisation idéologique, c'est aussi un processus objectif de radicalisation de la violence concrète qu'on exerce contre des populations, doit nous interroger parce que, à mon avis, les deux convergent d'une certaine manière et s'articulent entre la mise
en avant de l'immigration comme un problème absolument fondamental de notre société, et puis l'autorisation à la violence, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, finalement, on contribue d'une certaine manière à désigner ce que Ahmed et Pascal ont esquissé tout à l'heure, c'est-à-dire à désigner quelque chose qui est de l'ordre de l'ennemi, hein, quelque chose qui est de l'ordre de l'ennemi. Et d'ailleurs, il y a eu un travail très intéressant sur les réfugiés qui est fait par Jérôme Valuy, où il montre là aussi l'évolution de la politique sur les réfugiés. Dans les années 70, peut-être en avez-vous le souvenir, les réfugiés, c'est les boat people, il y a une très forte empathie pour ces gens qui fuient des régimes totalitaires, des situations de guerre civile, et qu'on accueille, et bon, qu'il est de notre devoir d'accueillir. Et puis dans les années 80, progressivement, à la fois le taux d'accueil, d'acceptation des réfugiés décroît de manière absolument drastique. On passe d'un taux d'accueil au début des années 70 qui est de l'ordre de 80% à un taux de rejet qui au début des années 80 est de 80%. Donc il y a un véritable retournement qui se produit, qui est un retournement pratique, mais qui est aussi un retournement, je dirais, d'ordre idéologique. Et ce mouvement qui se poursuit, d'ailleurs aujourd'hui, on l'a bien vu avec l'attitude de la France par rapport aux réfugiés qui arrivent de Syrie, dans des situations qui sont relativement comparables à ceux des boat people vietnamiens finalement dans les années 70, eh bien ce processus qui se poursuit me semble autoriser aussi des démarches idéologiques qu'on peut ne pas penser directement connectées, mais qui sont celles par exemple de la déchéance de nationalité. Déchéance de nationalité, c'est désigner son ennemi. L'ennemi, c'est l'allogène, c'est la personnalité, enfin les personnes externes qui viennent, d'une manière volontaire ou involontaire, perturber un ordre. Et c'est ce processus-là aussi qui fait partie de la configuration que nous étudions. Alors, peut-être avant de passer la parole à la salle, il y a quand même un thème, il y a bien d'autres thèmes que nous devrions aborder, mais il y a peut-être un thème quand même, puisque dans ce phénomène du grand repli, dans le « eux » et « nous », pour ne pas tourner autour du pot, il y a quand même la question de l'islam. On se souvient que au lendemain des attentats de Charlie et de l'Hypercacher, le Premier ministre, encore lui, avait parlé de communauté musulmane, dans un cas pour parler de communauté, ou plutôt dans un cas pour dire ça n'a rien à voir avec l'islam, ou parfois ça a à voir avec l'islam, enfin, etc. Mais il y a un chapitre très très éclairant où j'ai appris beaucoup de choses sur l'islam de France, et plutôt la multiplicité des islams en France, ou de l'islam français qui... Et vous écrivez cette phrase, je ne sais pas si elle est de toi, Ahmed, qui est « Il y a toujours un étranger de trop dans l'islam français ». C'est son style. C'est ton style, ça. C'est une phrase à la fois. Alors j'avais envie de faire réagir là-dessus. Pour revenir sur ce que disait Nicolas sur... Non, parce que c'est important, j'essaie de faire le lien entre nous et eux, et entre amis et ennemis, c'est la dialectique, la Carl Schmitt, qu'utilise beaucoup Finkielkraut. Hein. Il est bien évident que l'ennemi aujourd'hui, c'est l'ennemi musulman. Hein. On a une logique culturaliste, hein, mais qui est très large, hein, qui va de Finkielkraut jusqu'au rédacteur en chef de Libération. Hein, c'est ce rapport culturaliste qui met en avant, effectivement, une communauté. Parce que finalement, comment admettre, comment penser dans un pays comme le nôtre que des gens nés en France, français, depuis plusieurs générations, pourraient effectivement, en fait, ne pas être français? Pour quelle raison? Pourquoi ils ne seraient pas des Français comme les autres? Voilà. Alors, il y a le social, ça ne tient pas. La culture, les études montrent que ça ne tient pas non plus. Donc, là, le seul argument qui a été inventé, qui tient aujourd'hui dans l'espace public, c'est l'argument de l'islam. C'est l'islam qui rendrait finalement les héritiers de l'immigration différents. C'est ce qui ferait justement... alors on en revient justement à une logique complètement culturaliste, hein, qui permet d'isoler, hein, parce que c'est ça qui est en jeu. Hein. Le grand repli, c'est aussi une manière d'isoler les autres, hein, de construire, d'instrumentaliser, de stigmatiser. C'est tout ce rapport qui est fondamental. Alors, effectivement, l'islam est désigné, et c'est toute la discussion sur la laïcité qui est en jeu. Hein. La laïcité.
Alors, la laïcité, c'est une loi. C'est une loi qui est à l'origine marquée par la nécessité d'une neutralité de l'État. Alors, on est en train d'avancer vers quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a Bobéro parle de laïcité falsifiée, mais il y a une instrumentalisation de la laïcité qui s'opère aujourd'hui. Et on passe justement de la neutralité de l'État à la neutralité de la société. Donc, il y a un élargissement du domaine de la société. Et puis, la laïcité elle-même devient en quelque sorte comme une espèce de porte-drapeau, hein, de religion civile dans lequel se reconnaîtraient tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'islam. Voilà. Donc, il y a ce rapport-là, ce distinguo, nous et eux, amis, ennemis, qui se construit dans ce rapport-là. Alors, le problème, c'est que lorsqu'on veut, de cette manière, faire disparaître des signes dans la société, le rapport à l'État, certes, hein, mais quand on veut pousser le bouchon jusque, justement, introduire une laïcité dans l'espace public, ça pose un problème de fond, parce que l'espace public, c'est justement l'espace public d'apparition où se confrontent les différences, où se construit le débat, et c'est à partir de là que la société se transforme et évolue. Hein. Si on ne veut voir qu'une société où finalement tout le monde se ressemble, tout le monde on fait disparaître les différences justement dans l'espace privé, à ce moment-là, c'est la fin du politique et c'est la fin de l'espace public tel qu'on l'a montré, tel que on en parlait tout à l'heure. Donc effectivement, c'est tout cet enjeu de l'islam qui est mis en avant. Par ailleurs, il est vrai que si on regarde dans les quartiers, l'islam a une présence qui s'est transformée relativement aux années 80. On a une présence aujourd'hui plus marquée de certains groupes qui se referment sur eux-mêmes. Je pense en particulier aux salafistes. Il ne faut pas confondre les salafistes et les djihadistes précisément. Mais on a effectivement des formes de bricolage identitaire qui s'opèrent à ce niveau-là. C'est des ruptures imaginaires qui sont construites par des gens qui sont le plus souvent stigmatisés et qui ne veulent plus se reconnaître effectivement dans les valeurs et dans les discours de la société française. Donc c'est effectivement, je dirais, un petit repli, mais ça participe des formes de, bricolage identitaire qui existent dans ces quartiers. Mais si ces bricolages existent, c'est aussi parce que l'islam de France n'existe pas. C'est quand je dis qu'il y a toujours eu un étranger de trop, c'est qu'en fait l'islam de France a été organisé depuis toujours de manière très néocoloniale. En l'occurrence, là on revient complètement là-dessus. Hein. Et il n'y a jamais eu effectivement, on a toujours pensé au modèle du consistoire, hein, mais effectivement, à chaque fois, ça a été l'organisation de l'islam de France s'est effectuée de manière, très dirigiste, hein, sans véritablement prendre en compte les réalités sociologiques de l'islam, sans prendre en compte les jeunes en l'occurrence, hein, et très souvent, ça a été lié à des marchandages avec les pays d'origine. Donc l'islam de France, aujourd'hui par exemple, reste un islam complètement sous tutelle des pays étrangers. Et, on oublie que la France a connu une relation avec l'islam extrêmement longue dans le temps. L'islam de France n'est pas devenu un débat, tiens, dans les années 80, il va falloir qu'on apprenne à gérer le fait qu'il y ait des pratiquants musulmans en France. Mais pas du tout. C'est l'objet d'un de tes livres qui traite traite de plusieurs siècles. On a travaillé sur 13 siècles pour démontrer que notre relation avec l'Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, mais aussi avec le Maghreb et avec l'islam, est une relation très ancienne, très complexe. Et par moments, l'islam a été un allié de la France coloniale. C'est-à-dire que les Français préféraient s'allier avec le religieux qu'avec le laïc. Parce que le laïc devenait nationaliste, anti-français, et quelque part était porteur d'un discours anticolonial. Et donc, on le voit bien dans l'Algérie des années 30, c'est beaucoup plus compliqué. L'islam n'est pas un ennemi. Dans la Première Guerre mondiale, par exemple, l'islam n'est pas du tout un ennemi. Que ce soit en Afrique de l'Ouest ou au Maghreb, par rapport à la venue de combattants maghrébins. Et la construction de la Grande Mosquée en est le très bon exemple. C'est la seule nation européenne qui poussera jusqu'à construire un lieu de symbolique, très complexe, qui servira aussi de surveillance, n'oublions pas, à Paris. On aura en même temps la rue Lecomte qui surveillait les Maghrébins de Paris. En même temps, dans cette histoire-là, il y a un héritage. Et je suis d'accord avec Eric quand il dit qu'il y a un héritage colonial, mais il va très loin, cet héritage colonial. C'est que tant que l'islam était considéré comme au service de, ce n'était pas une question essentielle. Il était un allié potentiel du rapport de force politique et il permettait indirectement de contrôler les populations. Le jour où l'islam ne peut plus être contrôlé par l'État, en tant que tel, il devient par définition un potentiel ennemi majeur puisqu'il peut fédérer ce qu'on a toujours su diviser. Pour faire à peu près simple, rappelle-toi, Nicolas, cette affiche de l'invasion noire à Paris du capitaine d'Henritte de 1904, qui était dans toutes les rues de Paris. C'était un livre de chez Flammarion, le grand succès de Flammarion de l'époque, ça s'appelle L'invasion noire. Tu vois un guide
arabe avec une grande barbe désignant la Mecque, avec une horde d'Africains à ses pieds d'Afrique noire, avec des peaux de léopard, et l'objectif c'est d'arriver sur Paris pour brûler la ville et violer ses femmes. On est en 1904. Donc la vieille histoire du jour où on lâchera le joug et le poids sur l'islam, ils se fédéreront nos ennemis, et nos ennemis ce sont donc les indigènes, et les peuples dits soumis. Le livre de Lodrol Sodom qui s'appelait « Le flot montant des peuples de couleur », qui est quand même la grande peur et des déclinistes et des colonialistes. Si on ne va pas chez eux pour les contrôler, ils viendront chez nous pour nous violer. Donc au moins le débat il est simple, on a compris où il fallait être. Cette mécanique-là, le retournement des années 80, c'est aussi un retournement absolu où l'islam devient l'ennemi intérieur, je le disais tout à l'heure, exactement comme le communisme. On a totalement oublié, nous, aujourd'hui, la place qu'occupe l'anticommunisme dans les années 20-30. Il est un élément de ciment de la nation. C'est-à-dire que même pour les franges à gauche, radicales, socialistes et socialistes, le communisme, Sarro, 1922, le communisme, voilà l'ennemi. Et le communisme, c'est à la fois le double ennemi, celui qui, avec le Comintern, s'attaque à nos colonies, en gros Abdelkrim, allié de Doriot au Rif, ou au Yanbei en Indochine, mais surtout, le communiste, c'est celui qui dort tapis dans vos foyers et qui est prêt à vous égorger. Rappelez-vous les affiches du couteau entre les dents dans les années 20. Donc, quand on voit à l'école militaire, par exemple en France, des cours à partir des années 80 sur le péril vert, à la chute, justement, du mur, quand on voit une logique à la fois internationale dans l'engagement de nos armées françaises et en France, la montée via l'immigration, mais aussi des convertis, le musulman devient simplement l'élément le plus évident comme ennemi commun qui va fédérer la nation. À partir du moment où vous fabriquez un ennemi commun, l'Amérique des années 50 s'est construite sur le macartisme aussi. L'ennemi qu'on désigne, c'est une manière de fédérer une nation dans un effort, dans un tout, moment de crise, dans ce que vous voulez. Mais on sait très bien que désigner un ennemi commun, c'est rendre plus fort ceux qui le désignent. Et le musulman est petit à petit devenu une figure totalement mythique, l'ennemi intérieur. Bon, avant nous, Deltombe et d'autres qui étaient déjà là à Fracture Collèle ont travaillé avec nous dessus. Et aujourd'hui, il occupe un espace qu'on oublie complètement l'historicité de ça. Certes, le contexte international, on a rajouté une couche. Alors nous, on a sorti notre livre juste avant les attentats de novembre, mais la logique, dans la logique intellectuelle, si vous demandez aux Français depuis combien de temps il y a des attentats en France, vous seriez sidérés dans les sondages de constater qu'ils pensent que ça ne s'est jamais arrêté. Dans le sens où ils remontent avec une historicité comme si nous étions en guerre depuis toujours. Et je le rappelle toujours à des étudiants quand ils disent « oui, mais le rapport entre l'histoire coloniale et le passé lointain, quand même, vous ne pouvez pas remonter ça à 13 siècles ». Allez vous promener un jour sur l'ancien palais des colonies qui est devenu le musée d'histoire nationale de l'immigration que dirige Benjamin Stora, enfin le président du conseil d'orientation. Vous irez sur le côté gauche de ce merveilleux pavillon colonial et art déco. Et vous verrez les noms de tous les grands coloniaux français qui sont gravés dans la pierre. C'était une des grandes œuvres de la République. Lyotet, Bugeaud, ils sont tous là. Mais le premier des coloniales, le tout premier, celui qui montre la voie à suivre, 1099, Godefroy de Bouillon. D'accord ? L'empire colonial français commence avec Godefroy de Bouillon et la croisade. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas, et là c'est ma dimension historique que j'apporte à la tienne, c'est que cette histoire, elle n'a pas 30 ans d'histoire. Là on parle de 10 siècles qui nous contemplent. C'est une longue histoire dont nous vivons une des respirations aujourd'hui, certes cette fois-ci dans l'Hexagone, certes dans une situation internationale très particulière qui fait qu'aujourd'hui le musulman est devenu l'ennemi commun partagé par toute l'Europe. Je pense qu'il y a très peu de pays européens où cette stigmatisation n'est pas dominante aujourd'hui. On le voit, si vous regardez dans les statistiques, à peu près en 10 ans, le musulman, en termes de guillemets, est devenu l'ennemi désigné. Il est même en train de rattraper ce qui était l'absolue horreur, qui étaient les Roms et les Gitans à une époque. C'est-à-dire qu'il est en train d'arriver sur une courbe. Et en même temps, quand vous interrogez les Français sur qu'est-ce qu'un musulman, dans 99% des cas, ils ne vous citent pas un Pakistanais. Ils ne vous citent pas un Indonésien. Ils ne vous citent pas un Sénégalais, ils ne vous citent même pas un Soudanais, mais alors ils vont vous citer 9 chances sur 10, un Algérien, un Marocain ou un Tunisien. Parce que la haine du Félaga, la haine de l'arabe, la longue histoire que tu connais bien sur les arabicides, sur 61, sur 53, sur 73 à Marseille, sur la longue histoire dans les quartiers populaires, la nouvelle figure de l'ennemi arabe, qui était le Sidi dans les années 20-30, elle se prolonge chez le musulman. En France, le musulman, c'est pas le marabout sénégalais dans la tête des gens. C'est cette histoire très compliquée qui prend un nouveau nom. Et si vous regardez bien, à chaque génération, on est passé de Mahométan à des histoires de Sidi et autres, et même quand dans le port de Marseille, on va jeter les Mamelouks à la défaite de Napoléon Bonaparte et qu'on va se venger sur les Mamelouks, la phrase de la presse de l'époque, on a jeté des enturbanés. Je trouve que cette histoire est incroyable parce qu'elle nous démontre que ce que nous connaissons aujourd'hui a une longue traçabilité. Et on ne peut pas déconstruire ce qui se passe
si on ne comprend pas l'héritage. Et aussi une traçabilité intellectuelle, parce que tu ne penses pas si bien dire. Ernest Renan, grand théoricien de la nation, du haut de sa chaire du Collège de France, à l'époque, il parlait de deux humanités en disant que le musulman et l'européen, c'était incompatible. Et il disait d'ailleurs, si je cite de mémoire, il y a une guerre éternelle entre l'islam et l'Europe, et cette guerre ne cessera que lorsque le dernier fils d'Ismaël aura été refoulé dans son désert. Ahmed cité Renan, je te dire, je peux aller le voir ça un jour quand même. Hein. Ça, c'était. Peut-être, on va peut-être prendre des questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a un micro il y a un micro au fond, et donc nous sommes tout oui pour toutes vos questions. On a au moins une quarantaine de minutes, je crois. Peut-être un peu moins. Oui. Je vous en prie. Bonjour. Je voulais aborder 2 points. Premier point, vous l'avez un peu évoqué, c'est la réaction ou la contre-réaction, c'est-à-dire qu'à un certain moment, tout ce mouvement construit aussi l'autre. C'est-à-dire que dans l'immigration, comment c'est perçu et comment ils réagissent. Vous avez dit, il y a les groupes salafistes, mais c'est un peu limité. Voilà, première chose. Et deuxième chose, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du livre de Yves Lacoste sur la question post-coloniale, où lui, il dit, il n'y a pas de problème, le problème, c'est simplement les gosses de l'immigration qui ne connaissent pas l'histoire de l'indépendance et qui a été mis de côté un peu par la gauche. Voilà. Allez, je me lance. Nicolas. Le dernier débat avec Lacoste était ici, hein, donc sur la ligne précédente. C'est pour ça que c'est drôle. Je suis expatrié, je ne crains plus rien, moi. Alors d'abord, peut-être sur la première question, parce que la question sur Yves Lacoste est un peu anecdotique. Je pense que Pascal l'a montré dans la durée, cette construction de l'autre. Jean Devis, qui était notre prof de thèse, avait eu cette phrase qui me semble assez juste, et tout le monde a besoin de son ennemi. Et la question, c'est finalement, qui est ton ennemi et qu'est-ce qu'on fait avec cet ennemi? Pascal a justement montré que l'ennemi principiel ou l'ennemi paradigmatique des années 30, mais qu'il est resté très longtemps après-guerre, c'était le communiste. Et on a changé d'ennemi paradigmatique. L'ennemi paradigmatique est devenu effectivement le musulman. Je crois que la grande rupture, elle n'est pas très difficile à cerner, c'est la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, c'est bien montré dans le livre de Mathieu Rigouste, qui montre comment, à partir des doctrines militaires qui ont été conçues à la haute école d'instruction militaire, je ne me souviens plus du nom exact. Sur la sécurité intérieure, non, c'est pas ça. Sur la défense nationale. L'IHED, l'Institut des hautes études de la défense, voilà. On a progressivement, en fait, changé complètement son fusil d'épaule concernant les stratégies de la défense, en éradiquant, en tout cas en minorisant très fortement le danger potentiel qui était évidemment majeur avant 89 venant de l'Est, c'est-à-dire une guerre, on va dire, nucléaire ou conventionnelle avec les pays de l'Est, vers des conceptions qui se sont directement inspirées d'ailleurs de la contre-guérilla qui a été expérimentée en Algérie et qui a été ensuite d'ailleurs exportée par des militaires français en Amérique du Sud, comme on le sait, toute une série de techniques qui ont largement contribué d'ailleurs au maintien d'un certain nombre de dictatures d'Amérique du Sud, et comment l'importation, le changement de cette doctrine militaire est un espèce d'analyseur, si vous voulez, de ce changement justement d'ennemi paradigmatique. Il l'a été au niveau des doctrines militaires, puis policières et de sécurité intérieure. Il faut savoir que la sécurité intérieure travaille énormément sur des scénarios qui sont des scénarios justement d'émeutes urbaines, de guerre civile
sur des motifs culturels ou religieux. Et comment, puisque notre ennemi soviétique et communiste n'existait plus, d'une certaine manière, il fallait nous inventer un ennemi. Peut-être nos sociétés ont-elles besoin d'un ennemi. Peut-être il faut avoir conscience de la puissance de cette figure, qui est une figure, comme l'a dit Pascal, de cohésion pour y faire face d'une certaine manière. Donc c'est ce processus-là qui, pour moi, a actualisé, non pas n'a pas reproduit, mais a actualisé tout un ensemble de représentations, de discours, d'archétypes, oui, qui nous viennent de la colonisation, effectivement, et qui ont trouvé, dans cette nouvelle conjoncture, un terrain très favorable où s'épanouir. Et vous savez, quand aujourd'hui on fait l'analyse des stéréotypes qui perdurent sur les populations immigrées, nous qui avons travaillé sur l'imaginaire colonial avec Pascal au 19e et au début du 20e siècle pendant la colonisation, on n'est pas très surpris. On n'a rien inventé. Il s'agit tout simplement d'une actualisation. Donc c'est cette figure qui se réinvente constamment. Alors la deuxième question, je vais aller vite, hein, sur Yves Lacoste. Je pense qu'Yves Lacoste, sincèrement, n'a rien compris quoi, à la question postcoloniale, pour être très franc. Non, mais parce que pour lui, toute la question se résumerait finalement à une faillite de la gauche qui n'a pas su expliquer la glorieuse histoire des indépendances. Mais il ne s'agit absolument pas de ça. Je veux dire, c'est une espèce de romantisme nostalgique d'un ancien, d'un homme de gauche dont on peut comprendre qu'il regrette cette omission. Mais la question postcoloniale, elle ne se pose pas du tout de cette manière pour nous. Et si on connaît un peu la littérature postcoloniale, on sait qu'elle concerne des champs extrêmement divers. On a parlé des immigrations postcoloniales. Je viens d'évoquer aujourd'hui la perdurance d'un imaginaire colonial qui peut s'actualiser en se transformant, mais qui peut s'actualiser. Mais ça concerne des tas d'autres sujets qui nous échappent. Et ça concerne l'architecture, ça concerne les politiques publiques, ça concerne tout un ensemble de processus historiques qu'il est intéressant, non pas de réduire au colonial, mais qu'il est intéressant de regarder du point de vue de l'Empire, pour savoir comment on peut articuler ça, de ce point de vue de l'Empire, avec les connaissances qu'on a par ailleurs sur ces sujets-là. On n'est pas des monomaniaques et des ayatollahs du postcolonial, mais simplement comme cette dimension a été, dans la littérature française scientifique, notamment dans les sciences sociales, complètement occultée, pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, ça serait trop long, eh bien, il me semble aujourd'hui intéressant d'y revenir et puis de s'inscrire un peu dans cette aventure de la pensée mondiale, qui quand même travaille les sciences sociales de langue anglaise et d'autres pays. Je pense par exemple à l'Allemagne, qui a fait un formidable travail là-dessus, depuis quand même 30 ans. Il est peut-être, à un moment donné, temps, non pas qu'on s'y mette, mais au moins qu'on les prenne en compte, quoi. Alors, s'il y a d'autres questions, je vous propose peut-être parce que le temps nous est quand même compté, peut-être de prendre 2, 3, 4 questions d'un coup et mes voisins y répondront. Bonsoir. Merci pour vos interventions. Juste 2 questions. Vous dites que ce mouvement de grand repli, ce que Laurent Bouvet appelle l'insécurité culturelle, est dû à une histoire coloniale mal digérée. Mais comment expliquez-vous, dans ces cas-là, qu'il se manifeste aussi dans des pays scandinaves aujourd'hui, alors qu'ils ne sont pas concernés par une histoire coloniale? Et ensuite, monsieur, vous disiez qu'aujourd'hui, il y avait un universel de mépris, que certains thèmes universalistes étaient instrumentalisés pour mépriser, comme le rapport homme-femme. Et est-ce que c'est pas traiter cette question avec un peu de légèreté par rapport au combat de féministes arabes ou d'écrivains, par exemple? Tu me laisses la première partie, Ahmed? Non, mais c'est une très très bonne question sur la Scandinavie. Ah, pardon. Ouais, on va prendre plusieurs questions et voilà. C'est quand même une très bonne question. C'est 2 très bonnes questions. Je vous en prie. Oui, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez des thèses d'Emmanuel Todd sur le glissement, enfin qu'il l'exprime dans Destin des immigrés notamment, sur le glissement des modèles d'intégration des immigrés d'un système d'assimilation vers un système de ségrégation, avec le passage du coup vers un système multiculturaliste,
alors qu'on était sur un système d'universalisme et la difficulté à gérer ce multiculturalisme que vous souligniez tout à l'heure. Bonsoir. Alors moi j'ai 2 questions. Je suis là. 2 questions. La première, c'est comment reconquérir cet espace public dont vous parliez tout à l'heure. Je crois que c'est Pascal Blanchard qui en a parlé. Cet espace public qui a disparu. Qui doit le reconquérir? Est-ce les citoyens? Est-ce les médias? Est-ce les penseurs, les philosophes? C'est vrai qu'aujourd'hui, les médias ne parlent pas du tout comme vous. La seule émission qui reste dans le PAF aujourd'hui, c'est celle de TADI, où on pose vraiment les vraies questions, où d'ailleurs Pascal Blanchard est souvent invité, enfin en tout cas je l'ai vu quelques fois. Ça c'est la première question, parce que même l'espace politique aujourd'hui est complètement se délite, quoi. Il y a une division, mais il n'y a pas vraiment d'expression des citoyens. Il n'y a plus d'expression des citoyens dans ce pays. Soit on critique, on parle, on démissionne, mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas, voilà. Et ma deuxième question, en fait, j'en ai 3. Quid de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration? Moi, en tant que groupement de médias locaux, associatifs, on a beaucoup travaillé sur cette question avec d'ailleurs aussi bien Nicolas Bancel que Pascal Blanchard que monsieur Ahmed Boubacar, voilà. Et la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, il faut savoir quand même que ça a été des années de travail. Il y a Jacques Toubon qui a été donc missionné pour mener justement une réflexion avant que la Cité nationale de l'histoire de l'immigration ait vu le jour. D'ailleurs, ça a donné enfin, ça a créé quand même pas mal de dissensions et parmi les gens qui ont souhaité que cette Cité nationale de l'histoire de l'immigration, y compris le nom, certains voulaient que ce soit un musée, d'autres, bon. Quid de cette Cité nationale de l'histoire de l'immigration que la plupart des gens ne connaissent pas? Moi, quand j'en parle autour de moi, aux gens, ils ne connaissent pas. Ils connaissent l'aquarium. La plupart des gens font la queue pour aller à l'aquarium, mais CNHI, rien. Les gens ne connaissent pas. Et ma troisième question, c'est pourquoi dans ce pays où la laïcité est le maître mot, on parle tout le temps de laïcité, eh bien le religieux prend de plus en plus d'importance. Moi, je me souviens d'une émission qu'avait faite une journaliste de RFI, qui avait d'ailleurs eu un prix pour cela, où elle a été interviewée de jeunes écoliers dans les quartiers, dans ce qu'on appelle les quartiers de, je sais plus comment on appelle ça, zone urbaine, en difficulté, enfin je sais plus le terme exact, mais voilà, en Z. Et des enfants français, mais musulmans, quand elle leur posait la question, ils disaient « Non, madame, moi je suis pas français, je suis musulman, je suis pas français. On peut pas être musulman et français. » Vous vous rendez compte? Donc voilà, merci beaucoup. D'accord. Alors, on va répondre peut-être, parce que vous avez l'air du mal à répondre à toutes... voilà. Et juste, c'est pas bon. Ça vous arrange si je prends la question de monsieur sur la Scandinavie? Vous n'êtes pas spécialiste de la Scandinavie tous les deux. Hein. Aucun des deux peut se targuer d'avoir travaillé beaucoup sur la question. Non mais c'est une très bonne question, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on a un ami qui s'appelle Patrick Mander, qui a fait je trouve une thèse splendide sur la Suisse, un empire sans colonie. C'était son sujet de thèse. Autant vous dire qu'il a eu du mal à trouver un prof pour le suivre. Et au final, il a fini sa thèse. Il a démontré une chose que je trouve essentielle. Avoir une culture coloniale, ce n'est pas avoir des colonies. C'est tenir un discours et le diffuser dans la société. Aujourd'hui, quand vous allez en Pologne, le mot noir et le mot singe, c'est le même. Ça s'appelle une culture. Vous êtes irrigué de ce que vos voisins produisent. Des images publicitaires, de la culture cinématographique, des affiches coloniales. Les zoos humains, par exemple, les exhibitions coloniales n'ont pas été que dans des pays colonisés. La Suisse a connu plus d'exhibitions coloniales que l'Italie impériale. Et la Hollande, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Russie tsariste a connu des exhibitions coloniales alors qu'elle n'avait pas d'empire. C'est-à-dire qu'elle a vu, enfin, leur population ont vu leurs premiers Noirs, leurs premiers Arabes, leurs premiers Asiatiques, leurs premiers Célanais dans un zoo, un jardin d'acclimatation ou sur une scène de théâtre et non pas dans la rue. La culture coloniale, le racisme donc colonial, n'a pas besoin d'empire pour exister. Il se diffuse à peu près comme un livre. Victor Hugo, quand il écrit en France, il touche le monde.
Un zoo humain, quand il commence son voyage, il touche d'autres pays. L'imaginaire que ça produit. Alors ça veut dire que chez nous, c'est plus prégnant, certes, parce que nous avons l'histoire de la guerre d'Algérie, nous avons les conquêtes impériales, nous avons Jules Ferry, on a Lyotet, on a tout ça. Et à l'école, on nous l'apprend et on nous l'enseigne. Donc chez nous, elle est ancrée. Et en plus, on a une immigration qui correspond à cette histoire. Donc c'est surdimensionné en termes de réaction et d'affect. Mais ça ne veut pas dire que de l'autre côté, il n'y a pas d'influence, mais de retour de ça. L'histoire des Noirs américains nous impacte tout autant. Nous sommes aussi irrigués par la ségrégation américaine, comme on est irrigués par ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ce n'est pas une histoire ex nihilo de l'Hexagone. Donc, il y a une part dans le racisme ou dans les problématiques qui se posent à l'autre en Scandinavie, en Norvège, au Danemark, si vous montez en Finlande ou en Suède, de la même manière que nous, certes moins présent dans la société, mais en même temps, l'histoire qu'on raconte, elle se superpose à une vieille histoire du racisme qui remonte au XVIIe, au XVIIIe siècle et qui a traversé tout le monde occidental, y compris le Japon, dont je rappelle que la grande école d'anthropologie de Tokyo est à peu près totalement inspirée par celle de Paris, où les théoriciens racistes et colonialistes fonctionnent exactement de la même manière et où l'armée impériale japonaise a appris son métier pour bien coloniser. C'est dans les écoles d'officiers françaises avec des professeurs comme Lyotet et Gallieni. Donc il n'y a pas de rupture aux frontières. Ces cultures, ces regards, ce racisme, il est certes moins prégnant en Norvège aujourd'hui qu'en France, mais il n'est pas absent. Et en même temps, le racisme n'a pas eu besoin d'empire colonial pour exister. Je n'ai pas dit non plus, on n'a pas dit avec Nicolas que le colonialisme expliquait tout. Il irrigue des choses, il nous entraîne, nous, pour un pays comme le nôtre, vers quelque chose de très compliqué. C'est sûr, si les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, les Malgaches et même les Antillais n'avaient pas eu la mauvaise idée de vouloir immigrer en France, la question coloniale serait beaucoup moins prégnante. Mais voilà, il y a des gens qui, bizarrement, ont voulu aller vivre, et ce qui est très bizarre, je le dis, absolument, c'est comme si 6 millions de Français étaient partis vivre en Allemagne en 1946. D'accord ? C'est un paradoxe absolu. Personne n'avait imaginé qu'après les guerres coloniales que la France aurait connues et que l'Empire aurait connues de 1946 à 1962, les populations de ces pays seraient venues vivre dans le pays du colonisateur. Quelque part, il faut quand même être un peu parano, il faut avoir envie de souffrir. Et le Français n'a pas compris non plus ce qui se passait. Tout ça a produit donc une histoire qui continue à irriguer le présent au nom du passé. Pardon. Alors, je vais juste vous demander des réponses un peu plus courtes. Très rapidement, je vais essayer de grouper les réponses. Je pense qu'il y a une question très intéressante à que faire. Que faire face au délitement de l'espace public ? Et bien justement, il s'agit d'agir, il s'agit de se mobiliser, il s'agit de refuser les états d'urgence ou les déchéances de nationalité. Donc, effectivement, agir dans l'espace public, c'est aller contre le grand repli. Et puis, c'est aller, effectivement, aussi contre Laurent Bouvet, c'est aller contre l'insécurité culturelle, c'est aller contre l'enfermement dans l'identité culturelle, parce que l'espace public, c'est un lieu du politique, et ce qui permet le politique, c'est la mobilisation citoyenne, c'est une manière, justement, d'aller contre cette logique du grand repli. Et si je peux juste ajouter sur les médias pour répondre à madame, il y a c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais il y a en effet l'émission de Tadi, mais il y a aussi un journal qui s'appelle Politisme. Achetez Politis alors. Alors juste très rapidement pour compléter ce que dit Ahmed sur l'espace public, il y a quand même beaucoup de choses qui se font en fait, mais je dirais que ce sont des choses microscopiques, ce sont des choses à bas bruit, ce sont des choses par le bas. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont engagés dans telle ou telle association, ont des actions plus ou moins militantes quelque part. Donc dans la société elle-même, ça bouge en fait, en vérité, ça bouge. Là où on a deux problèmes fondamentaux, c'est sur l'espace du politique et sur l'espace médiatique. Alors, en deux mots, l'espace du politique, aujourd'hui, est totalement structuré par le centre, et d'ailleurs est très fortement aidé par l'espèce d'hystérisation des médias dominants qui sont totalement tournés vers la tête du politique. Et aujourd'hui, il est quand même très difficile de trouver quelqu'un qui y croit encore, ce qui est quand même problématique. Ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes dans un système politique qui est, à mon avis, agonisant. Et c'est pas en changeant de président de la République que ça va changer quoi que ce soit. Le prochain président de la République, quel qu'il soit, au bout de 6 mois, de toute façon, on en aura marre. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que, justement, les citoyens n'ont strictement aucune action possible sur la gouvernance de la politique elle-même, que ce soit au niveau local et encore plus, évidemment, au niveau national.
Donc ça appelle, oui, effectivement, à un changement radical de régime, c'est-à-dire pour nous, là aussi, franchir une nouvelle étape qui est celle de notre culture monarchique. On est une démocratie de basse intensité. Et nous sommes les spectateurs atterrés d'un espèce de théâtre d'ombre qui, pour nous, ne signifie plus rien. C'est ça la vérité. J'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Il vote en Suisse, ça l'intéresse pas. Et puis la deuxième chose sur l'espace médiatique, qui là aussi tue quelque part le débat public, par encore une fois cette espèce de frénésie. Tout le monde s'en fout de la présidentielle, mais aujourd'hui on ne parle que de ça. Et c'est ce qui tue aussi quelque part le débat dans l'espace public. Donc voilà deux réflexions. Toute petite chose sur Emmanuel Todd, puisque je sais que mes deux camarades ne voudront pas y répondre. Si. Sur l'assimilation, ouais, grand plaisir. Alors, après toi. Je vais faire la provocation, parce que j'aime bien, comme de toute façon tout le monde va partir, je serai tranquille. La thèse de Todd, en fait, c'est de dire qu'il y a... lui, il parle, c'est un anthropologue, il parle de la structure familiale. Et à partir de la structure familiale, il essaye d'expliquer les possibilités plus ou moins grandes d'ouverture de cette structure vers des transformations qui viendraient de l'extérieur, par la mixité, par la créolisation culturelle, etc. Et il établit une espèce de hiérarchie, en tout cas de catégorie, qui fait qu'en fonction des structures familiales, eh bien, des populations maghrébines, par exemple, pour lui, sont par nature, en fonction de ces structures, plus ouvertes que des populations turques qui sont très fortement endogamiques, etc. Bon. Alors, c'est culturaliste, c'est une vision anthropologique, mais c'est intéressant, il faut quand même le dire. Et c'est vrai qu'accueillir des populations différentes, c'est aussi prendre en compte ces différences. On est aussi obligé de prendre cette réalité-là en compte. Et puis, deuxième provocation, comme ça Ahmed pourra me répondre. Deuxième provocation, je pense aussi qu'on vient beaucoup de parler de racisme, de la persistance de ces ressacs coloniaux. Tout cela, évidemment, j'y souscris à 200%. Ça fait 25 ans que je travaille là-dessus avec Pascal. Mais en même temps, on ne peut pas non plus ne pas prendre en compte le fait que la transformation d'une population crée aussi de l'incertitude, crée aussi effectivement de l'inquiétude, en particulier dans des situations dans laquelle on se trouve. Que cette inquiétude soit instrumentalisée, radicalisée, utilisée cyniquement, c'est un fait. Mais je crois qu'on ne doit pas se voiler la face aussi sur ce processus, qui est aussi un processus anthropologique. Ouais, t'es pas un très grand provocateur en même temps d'expliquer qu'intégrer l'autre et que le vivre ensemble, c'est quelque chose de complexe. C'est un mot qu'on nous rabâche depuis 30 ans, le vivre ensemble, et en fait, personne ne nous donne la boîte FACOM pour savoir comment faire. Par définition, des gens qui ont une histoire différente, une culture différente, voire des religions différentes. Rappelez-vous les guerres de religion en France, ça vous rappellera que ça ne s'est pas si bien passé que ça il y a quelques siècles. C'est toujours compliqué. Et nous pensons que les mutations du XXe siècle ont été très faciles à digérer. Mais nous sommes à peine dans le début de la comète. Là. On est en train d'apprendre à vivre dans une société diverse. Regardez l'Amérique, comment elle sort à peine des ressacs de l'esclavage. Et elle est en train de commencer à digérer qu'elle ne sera plus blanche en 2030 au niveau des naissances. Et je peux vous dire que c'est un sacré débat aux États-Unis. Penser à changer le paradigme de référent. Il ne faut jamais penser que ces questions sont super simples à faire. Dire qu'on a les bras ouverts, que le vivre ensemble, ça va se faire en claquant des doigts, ce n'est pas vrai. Nous arrivons tous avec nos bagages, nos histoires, nos récits, nos parcours, et il y a une vraie complexité dedans. D'où l'importance des politiques et des médias de concourir à ça. Moi, je suis sidéré, comme vous, quand j'entends des enfants qui me disent qu'ils ne sont pas français alors qu'ils sont nés en France, mais Lacoste, pour une fois, a raison, c'est super rare que je dise ça, il faut mieux le filmer parce qu'il va s'en souvenir. Il a raison aussi de dire que ces gamins ne connaissent pas leur propre histoire sur le sol de France. C'est Alain Mabancou qui, dans la préface qui nous a fait à la France Noire, dit « Tais-toi et commence par apprendre ton histoire ici ». Et il a entièrement raison. Aujourd'hui, on a des gamins, des fois, qui viennent nous voir en revendiquant, ou des adultes, qui ne connaissent même pas l'histoire sur ce sol de France. Ils se disent ni plus français, mais en même temps, ils repartiront jamais nulle part. Donc, il y a tout un boulot à faire que, certainement, l'État n'a pas fait, l'éducation nationale n'a pas fait, les médias n'ont pas fait. Ok, il y a des raisons. Mais notre boulot, pour répondre aussi à ce que disait Ahmed tout à l'heure, qui est à faire, c'est de dire, écoute Coco, maintenant t'es d'ici, ça va être compliqué à faire, mais on va commencer à apprendre notre histoire commune. C'est pour ça qu'on a fait des ouvrages comme France Noire, France Arabe, Beau Oriental. Et pour répondre à madame sur la CNHI, je vais être gentil parce qu'on a tellement écrit de méchanceté et que maintenant c'est des amis à nous qui s'en occupent, c'est pas pour autant que c'est mieux, mais
Quand je dis à mes collègues américains en conférence, et Nico m'en est témoin parce qu'il a fait les mêmes conférences que moi, je vais vous le faire simple. En France, on a eu beaucoup de mal à construire un musée de l'immigration coloniale. D'ailleurs, on a eu tellement de mal qu'il ne s'appelait pas musée, mais cité au départ. Et puis on ne savait pas où le mettre. Il y a tellement peu de palais de la République qu'on l'a mis dans l'ancien palais des colonies. Et là, tout le monde me regarde, mes copains américains universitaires, ils me disent « Arrête, c'est pas vrai, tu déconnes. Vous n'avez pas fait ça quand même, avec les poissons rouges ?» Non. C'est normal donc que 83% des billets sont vendus pour les poissons et pas pour les Arabes. C'est normal, soyez pas surpris. Vous mettez le musée de l'immigration, j'ai pas dit de la colonisation, de l'immigration, dans l'ancien palais des colonies. Et vous dites, ah ouais, ça intéresse personne l'immigration, c'est incroyable. Pourtant, on fait des gros efforts. Ah oui, 5 ans pour inaugurer pour un président de la République le lieu. C'est la croix de mort au front au départ. D'accord ? Ça, alors pourtant, Benjamin, pardonne-moi, il n'a pas un facile boulot, comme Hélène Orin. C'est pas facile. Parce qu'en plus, je me pose, moi, une question essentielle. C'est quoi un musée de l'immigration ? Puisque c'est de l'histoire de France. C'est quoi un musée qui devrait nous raconter une histoire parcellaire alors que c'est de l'histoire de France ? Moi, quand j'ai un étudiant, je ne peux pas lui raconter l'histoire de la crise économique de 30 en France, 29, 30, 31, si je ne parle pas de l'Empire. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs la crise qu'en 32, après l'expo coloniale. Je dis toujours à des élèves, ou à des adultes, je pourrais faire le test avec vous, quelle est la plus grande manifestation française du XXe siècle qui réunit le plus de Français ? Vous hésitez. Je vous écoute. Le premier qui va pas, il a du courage. Hein. Eh ben non, c'est pas la libération. Non, c'est pas la victoire de l'équipe de France contre le Brésil. C'est l'expo coloniale de 31. C'est un phénomène colonial. Non, c'est un phénomène national. C'est de l'histoire de France. Eh ben l'histoire de l'immigration, c'est de l'histoire de France. Donc on peut même se poser la question essentielle. Si on a été obligé de passer par là pour faire comprendre que l'histoire de l'immigration, c'est important. C'est plutôt un bide au niveau nombre d'entrées. On est d'accord. Mais sur le fond, on n'a pas du tout gagné. L'histoire de l'immigration, quelque part, ne devrait même plus être présente dans le manuel scolaire. Elle devrait être dans les manuels scolaires partout. C'est-à-dire qu'elle fait partie de l'histoire globale. Elle nous explique l'économique, le politique, le sociologique, l'urbain, la cuisine, les mots, le vocabulaire. Césaire, c'est de la littérature française, c'est pas la littérature noire. Et quand Alain Mabanckou, qu'on connaît bien, parce que c'est un vrai ami, et qu'il rentre au Collège de France, et je vous annonce que ce sera la première grande conférence en art, et histoire et littérature d'un noir. Il a fallu attendre combien depuis la Révolution française ? Le 17 mars, un noir va parler au Collège de France. On devrait avoir peur, ça va mal finir. Et il a fallu attendre depuis la Révolution française plus de 2 siècles. Ce que je veux dire par là, qui est extrêmement révélateur, c'est que cet homme, brillant romancier, brillant professeur, n'a pu jamais trouver une place dans une université française. Il enseigne à UCLA. C'est ça qui fait notre paradoxe. C'est qu'on crée des musées sur des sujets à la marge et on s'étonne que les gens à la marge ne vont pas voir les sujets à la marge dans des palais à la marge. Allez voir les poissons, c'est beau. Bien. Non. Sur la CNHI. Il y a un truc là-dessus à dire. On va arrêter là parce que on arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Je vous remercie tous d'être venus.